De retour de son voyage officiel en Chine, Emmanuel Macron hausse donc le ton dans un entretien qu'il donne aujourd'hui aux Échos. Le chef de l'État qui menace donc la Chine de droits de douane dans les prochains mois, donc assez rapidement, si elle ne prend pas des mesures pour réduire ce déficit commercial vis-à-vis de l'Union européenne qui est de quasiment 300 milliards d'euros. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Ça va Charles? Ça va bien. Bon, je le cite, le président, j'essaie d'expliquer aux Chinois que leur excédent commercial n'est pas soutenable parce qu'ils sont en train de tuer leurs propres clients, notamment en important plus grand-chose de nous. Peut-être que c'est tardif, mais en tout cas sur le diagnostic, on peut être d'accord. Ah ben moi, ça fait 10 ans que je le dis, David, ça fait 10 ans qu'on en parle tous les deux, donc je ne vais évidemment pas critiquer le président Macron pour avoir osé dire qu'il faut, allez, osons le mot qu'il n'a pas prononcé, du protectionnisme. Donc il a parlé de droits de douane, il n'a pas utilisé le mot protectionnisme, mais enfin, bon, finalement. Emmanuel Macron est en train de faire ce qui était prévisible, David, et que nous avions prévu et que nous avions déjà évoqué, c'est qu'il fait du Donald Trump et que les États-Unis ont initié un mouvement de démondialisation et de rééquilibrage de la mondialisation. Alors, on a deux manières de le voir, une démondialisation violente ou un rééquilibrage des déséquilibres entraînés par la mondialisation. Voilà. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut évidemment freiner, protéger, empêcher le déferlement des produits D'autant que le chinois. marché américain s'est enfermé pour cause de droits de douane, 47% je crois en moyenne. La marchandise Complètement. chinoise, évidemment, vient de se déverser chez nous. Après, je me dis, juste Charles, sur la voiture électrique, on sait que l'industrie européenne, potentiellement, va être en souffrance face à cette concurrence chinoise. Euh, on ne peut pas rester les bras croisés, bien sûr, mais des choses ont déjà été faites. Je pense notamment à cette droits de douane que l'Europe impose maintenant, vous me direz plus tardivement et à un niveau moins élevé que les Américains, mais aux voitures électriques chinoises. Mais en réalité, David, ça va bien plus loin. Là, Emmanuel Macron a évoqué les déséquilibres financiers, il a évoqué le déficit de la balance commerciale européenne vis-à-vis de la Chine, où il aurait pu préciser aussi le déficit de la balance commerciale française vis-à-vis de la Chine, qui est absolument colossal. Ce qu'il n'a pas évoqué, ou vraiment très en creux, c'est la notion de souveraineté. C'est-à-dire que c'est pas juste de la production de bidule, David. On peut dire que bon, est-ce que la production de tout ce que j'achète chez Action ou chez Aldi dans les bacs à promotion, c'est stratégique? Bon, les poêles, les casseroles, les thermos à 4 euros, bon, tout ça, c'est pas forcément stratégique et donc il n'y a pas de notion de souveraineté, à la limite, on est d'accord. Mais c'est bien plus, évidemment, bien plus vaste que juste ce qu'on achète dans certains magasins. Et donc, se pose une question de souveraineté extrêmement forte. Et là, je vous fais tout de suite le parallèle avec le secteur de la défense, des terres rares, de l'intelligence artificielle, des constellations de drones pilotées par IA, avec des cartes GPU, avec des écrans, avec des télécommandes, avec bon bref, et tout ça, ça vient de Chine. Et donc là, vous avez un immense problème de souveraineté qui va bien au-delà juste des voitures électriques, David. Et ce problème de souveraineté, ça se matérialise chez nous par un défaut d'écosystème économique. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs les Autrichiens viennent d'acheter des trains chinois. Ils n'ont pas acheté des trains Alstom, ils ont acheté des trains chinois. Ils n'ont pas acheté des trains Siemens, ils ont acheté des trains chinois. Vous, pour avoir une industrie qui fonctionne, vous devez avoir un écosystème industriel. Et c'est toute une chaîne de valeur qui va de l'extraction minière, en passant par vos hauts fourneaux qui sont en train de fermer pour faire de l'acier, pour fondre vos métaux, etc., jusqu'à l'électronique de pointe. Et donc, tout cet écosystème-là, nous l'avons perdu. Et je voulais juste vous donner ce chiffre, David, que tous ceux qui nous écoutent l'entendent pour que ça frappe un peu la réflexion de chacun. Le PIB français, c'est 2900 milliards d'euros. D'accord? 2900 milliards d'euros. Le PIB chinois,
c'est 19 000 milliards d'euros. Vous avez bien entendu les chiffres. Un rapport de 1 à 10. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et donc, derrière, il faut vous rendre compte de la puissance industrielle chinoise. Et le PIB chinois, attention à ce que je vais dire, il faut le pondérer, mais il faut bien comprendre cette grande logique, cette grande idée. Le PIB chinois est avant tout du PIB industriel. Or, vous avez bien compris que quand on achète un truc à 1 euro ou 1 dollar sorti d'usine en Chine, c'est pour le revendre 10 dollars ou 10 euros vendus en Europe. Bon. Donc vous avez une grosse marge qui se fait en réalité en Europe et une petite marge qui se fait au niveau de la production industrielle chinoise. Ça veut dire qu'en réalité, le PIB chinois, si on mettait 100% de la valeur, c'est pas un coef 1 à 10, c'est un coef 1 à 100 minimum. C'est-à-dire qu'imaginez que la Chine produise en Chine, mais vende son produit directement en Europe au consommateur final en gardant 100% de la valeur parce qu'elle aurait acheté au hasard des chaînes de grande distribution, ce qu'elle est en train de faire dans d'autres pays en Europe. Et à ce moment-là, la Chine aurait 100% de la valeur. Et si 100% de cette valeur sur la chaîne était dans le PIB chinois, il serait multiplié par 100, il ne serait pas multiplié par 10 par rapport au nôtre. Donc, attention à cet effet, à cet effet non-loupe qui, justement, ne permet pas de se rendre compte de la pleine puissance industrielle chinoise. C'est un coef de 400 fois. D'accord. C'est 400 fois la puissance industrielle américaine. Ouais, Charles, le déficit commercial, c'est 300 milliards vis-à-vis de l'Europe. Si on prend ce chiffre-là, est-ce qu'on dit qu'on peut régler à l'amiable ce différend commercial avec les Chinois pour équilibrer cette balance commerciale, ou est-ce qu'on n'y coupera pas, il faudra imposer à l'américaine des droits de douane? Et après, on se posera la question de savoir si en Europe, il y a un consensus pour ça. Allez, je fais de la pub 30 secondes, mais il est là le problème. Hein. C'est le Yalta 2.0. Donc le Yalta, ça c'était le premier. Ça c'est le deuxième. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, les amis. Mais plus sérieusement, c'est une partition du monde. Alors pour répondre à votre question, c'est la question de la partition du monde, David. Est-ce que on va, nous les Européens, à commencer par nous les Français, se désaligner? Je vous rappelle la politique du général de Gaulle. La politique diplomatique du général de Gaulle et donc historique de la France, c'était d'être non alignés. Souvenez-vous, nous n'étions pas dans l'OTAN. Et donc, nous n'étions pas dans l'OTAN et le général de Gaulle nous fait quitter l'OTAN et nous fait quitter le commandement intégré. Et il vire les Américains des bases qu'ils avaient en France pour que la France soit un pont. Alors, on était évidemment plutôt dans le camp occidental, mais nous étions un pont entre les États-Unis et l'ex-URSS, et nous avions une politique de non-alignement, et donc d'indépendance et de souveraineté nationale. C'est quoi le rapport avec ma question? J'y arrive, on pourrait tout à fait imaginer ça. Si on imagine ça, il faudra qu'on négocie avec la Chine à notre manière à nous. Et on pourrait tout à fait trouver des motus vivendi avec les Chinois. Mais si on reste aligné et si on reste dans ce Yalta 2.0 qui est en train de se profiler, dans le camp des Américains, inféodés aux Américains, membres de l'OTAN, sans notre souveraineté, eh bien nous négocierons après tout que comme les Américains nous demanderont de le faire. Et vous voyez bien que dans ce que dit Emmanuel Macron, qui je pense est une immense erreur diplomatique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état de la France. On est fâché avec la Russie, on est fâché avec les États-Unis et on est en train de se fâcher avec la Chine. Alors, la Chine, dans l'esprit chinois, il ne faut pas faire perdre la face à son interlocuteur. Monsieur Macron n'était pas du tout obligé de menacer publiquement la Chine. Et puis en plus, là, c'est des menaces à moyen terme de mettre des droits de douane. Mais c'est pas du tout comme ça. Enfin, à moyen terme, il a dit dans les prochains mois. Je crois que dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Pour moi, c'est du court terme, ça. Non, mais attendez. Il se prend pour qui, le président de la France? Non, mais c'est à l'échelle européenne. Non, mais c'est à l'échelle européenne. Il n'a pas parlé de l'échelle européenne. Il n'a pas parlé que de l'échelle européenne. Et on ne menace pas, quand
si vous voulez. On ne menace pas un gars plus fort que lui, quoi. Moi qui suis pas très très grand, si vous voulez, j'avais rarement l'intention de menacer un mec qui faisait 4 têtes de plus que moi. Ça s'appelle l'instinct de survie quand même, Oui, David. oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y aura un règlement à l'amiable ou pas? Est-ce que la France et l'Europe, est-ce qu'il y a un consensus au niveau de la Commission, des Européens, pour mettre en œuvre ces menaces, pour qu'elles ne restent pas juste des mots, sachant que l'Allemagne, je ne suis pas convaincu que pour l'instant, elle soit sur cette ligne. Mais non, mais vous avez raison de poser cette question et même de dire que vous n'êtes pas convaincu parce que je partage ce manque de conviction, David. L'Allemagne aujourd'hui vend énormément en Chine. Sauf que les choses sont en train de changer pour l'Allemagne et que l'Allemagne voit bien qu'elle est en train de se faire complètement rattraper par la Chine. L'Allemagne, j'avais écrit un papier il y a presque 10 ans, en disant, vous verrez, dans 5 ans, l'Allemagne commencera à se faire rattraper dans la Chine et elle commencera à trouver la mondialisation nettement moins drôle puisqu'elle commencera à se faire au détriment de ses propres entreprises. C'est ce qui est en train d'arriver à l'économie allemande. Donc, il peut y avoir un point d'inflexion, David. Simplement, pour en revenir à Emmanuel Macron, je pense que c'était pour le coup pas à lui d'aller menacer la Chine. Ursula von der Leyen aurait pu le faire parce qu'après tout, elle représentait à la fois tout le monde et à la fois personne. Et ça, au moins, ayons les avantages de l'Union européenne à défaut d'avoir que ses inconvénients. Donc, on aurait pu l'envoyer négocier, on aurait pu l'envoyer menacer. Et puis après, un gentil flic, méchant flic, on aurait pu dire non, non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Xi Jinping, elle a dit n'importe quoi, mais nous, monsieur Merz et moi qui sommes des hommes raisonnables, nous ne nous comportons pas comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on fait une négociation internationale. Je suis assez affligé par le niveau de compétence ou de non-compétence auquel j'assiste. Euh, Monsieur Macron n'est pas Donald Trump. D'accord? C'est-à-dire que l'économie française n'est pas l'économie américaine. Ouais, je Et pense qu'il je vais aller parlait, plus loin. il parlait au niveau quelque Et part l'économie. au nom de l'Europe, qui a un marché mature de 450 millions de consommateurs, le marché qui a la plus grosse épargne dans le monde, on pèse. Non, non, David, qui a plus d'industrie, qui a des dettes en veux-tu, en voilà, qui a pas d'unité, qui est en train de se faire massacrer par les États-Unis d'un côté et par l'absence d'énergie russe de l'autre côté, qui est en pleine guerre. Bon, non, honnêtement, l'Europe n'est pas en situation de force pour aller faire des menaces aux uns ou aux autres. Et en plus, je vais vous dire, quand on est vraiment fort, on n'a pas besoin de menacer. Bon, alors ça, c'est un petit coup de griffe aussi à Donald Trump qui passe son temps à bomber le torse et à hausser les épaules. La véritable force, quelque part, il y a une forme de discrétion. Et je vous renvoie justement au fonctionnement des Chinois, qui est très intéressant. Les Chinois sont très discrets, ils sont extrêmement sobres, ils ne menacent jamais, jamais. Et donc, ils sont en train de nous tailler des croupières au niveau international, à peu près partout dans le monde, y compris en Afrique, où ils sont en train de sortir toutes les entreprises occidentales, à commencer par les sociétés françaises, parce qu'ils ont un rapport extrêmement différent. Ils ne sont pas forcément gentils, hein. C'est pas ce que je dis du tout. Mais ils ne sont pas dans la menace. Bon, en revanche, Même s'il y a une claire volonté hégémonique vous de leur rigolez pas part, avec eux. Évidemment, évidemment. on n'est pas dupe. Hein. Mais il n'y a pas de, dans le discours, dans la manière d'être, ils sont tellement sûrs de leur pouvoir, de leur force et de leur long terme et de leur vision long terme que ils n'ont pas besoin de menacer. Je rappelle C'est d'ailleurs, plus facile quand on a un président à vie. Hein. alors c'est plus facile quand on a un président à vie, mais c'est un autre système, mais c'est plus facile aussi quand on a plus de bateaux que les Américains. Et je renvoie également nos spectateurs à ce chiffre, quelque chose comme 330 navires maintenant de guerre pour la marine chinoise, quelque chose comme 290 navires de guerre pour la marine américaine. Les capacités industrielles et militaires de la Chine sont absolument incroyables. Là où nous, on est capable de sortir 50 drones par jour, la Chine est capable d'en produire 2 millions par mois en temps de paix. Je vous laisse imaginer avec cette économie chinoise et sa profondeur industrielle et sa maîtrise de 95% des terres rares, la capacité de la Chine à produire 2 millions de drones
par semaine ou par jour si elle se mettait en économie de guerre et à faire tourner ses usines à plein régime. Donc attention, on menace pas un géant comme ça. Voilà, hein, on est beaucoup plus fin, même si sur le fond, c'est une excellente nouvelle que le Ah, président Macron, bah, enfin, parle oui. de droits de douane et de protectionnisme. Et in fine, en 30 secondes, l'Europe devra ou essaiera d'aller au clash ou en l'évitant, mais en tout cas, il faudra à l'américaine imposer les droits de douane. On n'y coupera pas si on veut sauver notre propre industrie. Mais bien sûr, bien sûr. Alors l'idéal, c'est évidemment de le faire de manière consensuelle et de le faire de manière douce pour éviter un choc brutal sur les marchés. Je vous donne qu'un exemple, enfin que ce soit dans nos magasins avec des pénuries ou sur les marchés financiers avec des réajustements de valorisation extrêmement brutaux. Vous imaginez bien que si jamais demain il y a démondialisation en passant de 100 à 0 en 2 secondes, eh bien c'est un choc monumental. On vend nos grandes sociétés comme LVMH, alors ça fera plaisir à nos camarades d'LFI. Bernard Arnault sera enfin ruiné ou en tout cas beaucoup moins riche. Hein, mais vous imaginez si on vend plus nos produits de luxe en Chine. De la même manière, vous imaginez si jamais la Chine ne nous livre plus ses produits, il y a beaucoup de magasins dans lesquels ça risque d'être assez vide. Donc évidemment, on a tous intérêt à ce que ce soit un rééquilibrage qui se fasse en bon ordre et en bonne intelligence. Après, si le pire n'est jamais certain, Il faut le s'y préparer. meilleur non plus. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en ressortira. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours été sur la ligne, David, d'une forme nécessaire De de protectionnisme. protectionnisme Ouais. pour pouvoir maintenir des capacités et de souveraineté et productives. Donc je ne peux que me réjouir par contre que cette idée-là soit reprise aujourd'hui au plus Ouais. haut Ouais. niveau de l'État Ouais. français. C'est une excellente nouvelle. Ouais, après encore en 10 secondes, il faut aussi, même si on met des droits de douane, rendre plus compétitive, redynamiser l'industrie européenne. C'est pas juste mettre des droits de douane, c'est s'assurer aussi qu'on est en capacité à être compétitif, de la simplification, de l'innovation. Voilà, on reste pas non plus les bras ballants chez nous, hein. Faut le préciser Et aussi ça. David, la Chine forme 1,7 million d'ingénieurs par an, nous en formons 60 000. Donc c'est aussi du savoir-faire. On a quasiment plus de mineurs. C'est-à-dire que si demain, on doit avoir encore 2 ou 3 mines en France, mais si demain on réouvre, on a encore l'école des mines, mais qui ne forme plus de mineurs. Si demain on veut réouvrir une industrie minière, quasiment on part de zéro. Donc si vous voulez, c'est aussi de la formation, du savoir-faire donc c'est évidemment, encore une fois, tout un écosystème et ça part aussi de la formation de nos gamins. Mais c'est enthousiasmant en revanche, d'accord? C'est génial. Et c'est des perspectives de réindustrialisation qui sont enfin possibles. Et ça, c'est extrêmement positif parce qu'il n'y a que comme ça, en ayant une ambition de produire, en ayant une ambition industrielle et en ayant une ambition de notre souveraineté, qu'évidemment, on pourra commencer à résoudre l'entièreté de nos problèmes économiques. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci à tous.